Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur, désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation intitulée Relation a été réalisée le 14 janvier 2020. Qu'attends-tu des autres? Les considères-tu comme des outils? Comment sont tes liens? Sont-ils libres ou basés sur le besoin? Tous les liens ne sont-ils pas une relation de besoin? C'est exactement cela. Savez-vous ce qu'est un besoin? La recherche de quelque chose que je n'ai pas. Combler un vide avec quelque chose d'extérieur. C'est le sens qui a été donné au mot besoin. Cependant, ce n'est pas sa véritable origine. Nécessité vient des concepts latins né, non et cessare, arrêter, s'arrêter. Autrement dit, le terme fait référence à quelque chose qui ne cesse pas, qui ne finit jamais, qui est éternel. Le concept cesser fait référence à la recherche d'un point de tranquillité, le calme, ce qui signifie que nier le calme implique le mouvement, quelque chose qui ne s'arrête jamais. Tu viens de me casser la tête, c'est-à-dire que nous vivons dans un monde plein de besoins et nous cherchons tout le temps à satisfaire ces besoins, à les éliminer, comme s'il s'agissait de gros mots, et soudain, dans ton explication, c'est presque comme si le besoin prenait soudainement un sens très différent. Je vais te dire pourquoi. Parce que ta vision du monde, culturellement parlant, est empreinte de négativité, de critique, de douleur, de martyr. Selon le point de vue à partir duquel tu regardes le monde, tes propres mots ou actes prendront un sens beaucoup plus large. Le besoin vu sous un angle négatif évoque quelque chose qui ne trouve pas le calme, qui semble anxieux, nerveux, et qui recherche désespérément la tranquillité, sans cesse. Nausees en anglais. Cela découle de la conception selon laquelle les humains, la vie en général, ne s'arrêtent jamais et recherchent donc, dans ce changement constant, la stabilité, le calme, la sécurité. Mais du côté positif, ceux qui s'arrêtent, ceux qui cessent, tombent malades et meurent, d'où le mot anglais « disease » pour désigner la maladie. C'est pourquoi il est inévitable de bouger, d'avancer. Rappelez-vous, l'axe se trouve dans le mouvement, la stabilité se trouve dans l'expansion. L'évolution est une nécessité, car elle ne s'arrête jamais. C'est un apprentissage constant en expansion, qui fait sortir ce qui est à l'intérieur encore et encore. Savez-vous comment on dit en latin l'action de s'étendre encore et encore? Comment? Relation. Il vient du mot re, encore, latio, expansé, porté vers, extension, essio, action. Ce mot contient le mot latin que nous avons tant utilisé. Il fait référence à la région plate et étendue de la péninsule italienne entourée par la chaîne des Apennins, une région appelée l'extension plate, c'est-à-dire Latium, qui est à l'origine de la région italienne du Latium, où est né l'Empire romain. Et c'est pourquoi le peuple issu du roi Romulus était connu comme le peuple de la vaste plaine, c'est-à-dire les Latinus. Aujourd'hui, le mot latino fait référence à tous ceux qui sont issus des cultures du Latium, qui se sont répandus dans le monde grâce à l'expansion et à la colonisation mondiale des cultures romanes, c'est-à-dire de l'Empire romain, comme la France, l'Italie, l'Espagne et le Portugal. Ils sont tous liés en raison de l'expansion. C'est exact. Les pulsations de l'histoire terrestre, de l'histoire humaine et de l'histoire individuelle feront que les choses se répètent encore et encore, comme les battements du cœur. Je me souviens qu'en espagnol, le mot latir, battre, latido, battement, vient du latin ladrar, glatir, avec le gai guttural. Bien que philosophiquement, il soit plus logique de dire que le cœur se dilate et transporte le sang, ce qui sonne de la même manière, latir. C'est en résonance. L'expansion du cœur est une clé pour comprendre les relations.
Tout comme l'Europe est le cœur du monde qui, à chaque expansion, a conquis ceux qui l'entouraient, chaque personne est aussi un cœur qui s'étend autour d'elle et conquiert d'autres cœurs. Maintenant, ne trouvez-vous pas étrange que lorsque l'on parle d'un pays qui en conquiert un autre, cela soit considéré comme une violation des droits de l'homme, mais que, lorsqu'il s'agit du concept d'une personne qui en conquiert une autre, cela soit considéré comme romantique? C'est absurde, oui. De plus, le mot romantique vient justement de Rome, de l'Empire, qui conquit d'autres peuples. Parce qu'à l'époque médiévale, les écrivains romans, c'est-à-dire ceux qui utilisaient les langues romaines pour décrire la beauté des cultures latines du Moyen Âge, étaient appelés romantiques, c'est-à-dire ceux qui étaient liés à Rome. Comme les autres écrivains saxons, ottomans ou slaves étaient incompréhensibles, car leur langue ressemblait à du blabla barbare. On les appelait barbares, c'est-à-dire liés à ceux qui parlent barbare. Waouh, on vient de tuer tout le romantisme moderne et contemporain. L'amour est aujourd'hui considéré comme une tradition impérialiste, machiste, dominante, contrôlante, de conquête et d'inquisition. Bon sang, c'est de pire en pire. Je ne sais plus si je vais être romantique. Eh bien, il faudra peut-être redéfinir le mot. Tu pourrais l'appeler parisien ou hollywoodien. Oui, plus connecté aujourd'hui à ceux qui produisent ou vendent les idées d'amour. Cependant, au-delà des données historiques, nous voyons comment l'idée que l'amour et les relations sont une question de conquête, de romance, de possession, de désir. C'est incarné dans le subconscient et l'inconscient collectif. Le mot conquête vient du latin conquérir, qui signifie vouloir tout ensemble. En espagnol, quand on dit te quiero, le mot vient de la volonté de possession, de tout prendre pour soi. En anglais, l'équivalent est I want you, bien que I love you provienne du besoin sexuel de luxure et de plaisir. Toute notre conception d'une relation est conditionnée par l'histoire de la domination d'autrui. Comme lorsque les filles âgées de 11 à 15 ans étaient vendues ou données en mariage à des hommes possédant des terres ou des entreprises, car elles entraient dans leur période de reproduction et augmentaient ainsi leurs ressources en unissant deux familles par le sang. Les hommes conquisaient les jeunes filles pour assurer leur héritage, pas par amour. Tout comme les professeurs qui couchaient avec leurs élèves pour assurer leurs relations avec leurs disciples. Les filles assuraient leur avenir. Les garçons assuraient leur place dans l'élite. Les concepts sociaux ont changé, mais pour beaucoup, ce concept continue d'exister dans le subconscient, dans la génétique. La pédérastie est donc un héritage culturel non guéri dans la mémoire cellulaire d'individus coincés dans un système qui préparait des garçons et des filles à un contexte chaotique depuis 1500 ans. Cela a conditionné les relations à ne pas être basées sur l'amour, mais sur la continuité, la nécessité de survivre et la pression sociale. Ainsi, les mots romance, conquête, relation ont été construits pour décrire un contexte socio-culturel de l'Antiquité. Et grâce aux poètes médiévaux, ont été réutilisés pour décrire des concepts de l'âme et non de la société. Nous avons donc hérité de ces mots pour désigner l'amour et avons transmis leur idéologie à nos relations. Donc, il n'existe pas de relation saine à proprement parler. Partons de la base universelle. Tout est un réseau interconnecté. Tout est aspect du tout. Et il y a donc une continuité inévitable de la connectivité qui est l'expansion de la conscience, quelque chose que nous appellerons la première relation universelle, entre le conscient, l'inconscient et le subconscient. Nous continuons par les principes de l'être. Les trois niveaux de conscience mentionnés deviennent ce que nous appelons l'esprit, l'âme et le corps, qui entrent dans une relation directe, que nous appelons l'expansion de l'être. La troisième étape est physique et biologique. Chaque individu possède en lui une relation inévitable entre ses cellules, ses organes, ses molécules et ses particules, que nous appellerons expansion évolutionnaire, qui se produit par l'alimentation et la reproduction. La quatrième étape serait l'interaction entre les individus. Ici, les relations sont basées sur la capacité d'interconnexion des personnes qui partagent des idées, des émotions et des actions.
dans le but de transcender et d'étendre leur être à d'autres, ce que nous appellerions l'expansion interpersonnelle. Ce sont des types de relations différents, tous liés au besoin intrinsèque d'étendre son être, de se transcender, de continuer, et ce, sans cesse. Ce besoin, cet infini, constant, éternel, ne meurt jamais, amor, et il produit une immense joie divine, love en anglo-saxonne. Comment puis-je alors avoir une relation libre? En étant conscient de tes besoins, il n'existe pas de relation libre dans l'univers, car tout est une conséquence constante de relations, de liens, de connexions, qui s'échangent, et tout comme une particule d'électrons et une particule de protons ont besoin l'une de l'autre, tu auras également besoin des autres pour créer un atome. Et tu auras besoin de t'étendre, d'ouvrir tes possibilités et de nouveaux besoins qui deviendront des molécules et de t'étendre à davantage de relations qui deviendront des sociétés, des cultures, l'humanité. La clé n'est pas de voir comment aimer librement ou te libérer des relations, mais de vraiment comprendre d'où et pourquoi tu t'unis aux autres. Il existe différentes sortes de relations. Négatives, nuisibles, positives, familiales, amicales, amoureuses, de couple, de maîtrise. Comment savoir lesquelles sont les meilleures pour moi? Toutes, parce qu'elles sont toutes essentielles à ton expansion, car chacune d'entre elles t'apprend quelque chose de nouveau sur toi-même. Pourrais-je dire alors que j'utilise toutes mes relations dans mon intérêt personnel? Je me souviens que lorsque j'étais adolescent, j'avais l'habitude de dire les gens sont comme des marches qu'il faut monter. Puis, j'ai trouvé que c'était horrible de penser ainsi. Rappelle-toi, les gens ne sont que des aspects de toi-même. Si tu les utilises, tu ne fais que t'utiliser toi-même. Mais si tu échanges, tu t'épanouis. Quand une personne utilise une autre personne à son propre profit, elle n'a pas compris que tout est un. Quand une personne refuse d'utiliser les autres, elle refuse en même temps de comprendre que nous sommes tous un. Quel est le juste milieu? Comprendre que toute relation naît d'un besoin de s'épanouir à nouveau, que les autres sont des catapultes pour grandir, apprendre, s'épanouir, et que tu tireras toujours quelque chose de bon des autres en interagissant avec eux. Le juste milieu consiste à savoir tirer parti de cette énergie d'épanouissement sans croire que pour y parvenir, tu dois posséder ou conquérir l'autre. Au niveau des empires et des nations, ce serait comme par exemple l'Espagne conquérant les Amériques pour obtenir des minéraux pour la couronne européenne, en prenant les ressources des Andes et des Rocheuses, par opposition à l'idée de permettre aux pays andins d'être libres et de créer une relation d'échange dans laquelle l'Espagne donne quelque chose aux pays andins et ceux-ci échangent une valeur égale à l'Espagne. En équilibre, il y a là un besoin des deux côtés, mais à partir de la liberté de l'autre, une relation saine d'interaction. Il en va de même pour les relations interpersonnelles, dans lesquelles les couples, les amis, les membres de la famille, les amants cherchent à posséder, contrôler, dominer l'autre, conquérir par le désir, aimer par la méfiance, séduire par la condition, romancer par l'imposition de l'affection, mot qui trouve son origine dans le concept latin de protéger ce qui manque de quelque chose. Tout cela est la colonisation d'un être libre cherchant à obtenir un résultat. Et toi, conquiers-tu ou échanges-tu? Honnêtement, j'ai souvent utilisé la conquête dans ma vie, le romantisme comme un moyen d'utiliser les autres, de manipuler, à partir des émotions et de l'amour, pour obtenir les résultats escomptés. Dans de nombreux cas, j'ai établi des relations à partir du conditionnement, à partir de l'utilisation de l'autre. Ce concept des échelons, mais avant, je ne m'en rendais pas compte aussi clairement. Tout le monde l'a fait au moins une fois. C'est dans les cellules, dans la programmation. Maintenant, je m'en rends compte, mais je ne sais pas si je suis libre de ce mécanisme. Comment faire pour établir des relations sans rien attendre des autres? Tu ne peux pas. Tu attends toujours quelque chose des autres dans une relation. À moins Quoi? que tu te souviennes que les autres ne sont que des aspects de toi-même et que la seule chose que tu attends des autres
est-ce que tu n'as pas encore découvert en toi-même? Dans ce cas, je n'attendrai que des choses de moi-même, et les autres seraient les outils pour me rappeler ce que je ne vois pas encore en moi. Tu libères alors les autres du poids d'être ce que tu attends d'eux, car tu sais désormais que c'est toi qui projettes ce besoin sur les autres, et tu peux faire de même avec tout le monde dans ce réseau. Ainsi, en étant conscient de cela, tu libères les autres du poids d'être, et tu les laisses simplement être qui ils sont. Et c'est là que réside l'inconditionnalité. Souviens-toi, les relations sont inévitables, elles sont une nécessité. L'amour est éternel, les liens sont nécessaires, car nous sommes des êtres en constante expansion. Et mon cœur ne pourra s'épanouir librement que si, au lieu de conquérir les autres, je les invite à s'épanouir avec moi. Notre relation est en constante expansion. Je suis expansion, et ma maison est le cœur élargi. Et à partir de là, tu pourras donner cette étreinte intense en sentant que plus ils seront serrés, plus ils se sentiront libres.